Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 16e podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Leonetti. Salut Thomas. Salut tout le monde, salut Thomas. Ouais, salut Thomas 2, c'est cool. Bon, deux Thomas dans la place. Que fais-tu justement, Mister Yaki SEO? Alors, Neki SO, voilà, c'est Qui moi. es-tu Alors Thomas Leonetti, j'habite à Strasbourg, dans cette belle ville de Strasbourg, actuellement quadrillée par les militaires à cause du marché de Noël. Donc voilà, là je suis en plein centre-ville, vous voyez là tout autour de moi. Je suis dans un espace de coworking qui s'appelle le quai numéro 10, que j'ai fondé avec toute une équipe de 10 personnes, j'en suis le coprésident. On l'a ouvert le 1er octobre et c'est un espace de coworking dédié aux freelances du web. C'est-à-dire que quelqu'un parmi vous qui écoutez le podcast, vous venez à Strasbourg, vous arrivez à la gare, vous descendez 3 arrêts tram et vous êtes au quai numéro 10. Donc voilà, en plein centre-ville à côté de la cathédrale. Et puis je suis référenceur depuis maintenant 2011-2012. J'ai commencé pendant que je faisais encore mes études. J'ai appris en autodidacte. Et puis auprès de grandes figures, j'allais dire, du référencement, telles que Sandrine Bertrand, Frédéric Bovier. Je les nomme toujours parce qu'ils sont un peu mes mentors, donc du coup, je me On permets en de a les, tous, hein, t'en fais pas. oui, c'est vrai, ça, ouais, on en a tous, mais eux m'ont particulièrement formé à la fois de manière technique et de manière humaine, même j'allais dire au référencement, l'aborder de différentes manières et ça m'a vraiment été, j'allais dire même salvateur à un moment donné de mes études parce que je savais pas trop quoi faire et je me suis destiné j'allais dire à corps et à cri au référencement et ils ont été là pour m'aider et pour m'aiguiller. Et donc je suis en freelance depuis, alors officiellement depuis juin 2014, mais je travaillais encore dans une ancienne agence qui s'appelait Pulseo. Et depuis octobre 2015, septembre 2015, je suis donc freelance à 100%. Donc je me suis lancé à corps perdu, j'allais dire, dans l'aventure des freelances, des indépendants du web. Et voilà, et à part ça, j'ai pas mal de hobbies, je lis beaucoup, je sors beaucoup avec mes potes. J'adore aller au cinéma, j'adore la musique, j'adore le rock, voilà. De ACDC à Dire Straits, bah ouais, voilà, hein, de ACDC à Dire Straits. Et puis, dans mon métier de référenceur, je me destine à différents points d'ancrage autres que le SEO, l'App Store Optimization, beaucoup d'analytics et beaucoup d'ergonomie web en fait, puisque je travaille aujourd'hui avec une ergonome web quasiment avec tous mes clients. Voilà. D'accord, ok. Bon, déjà, félicitations pour ce projet qui est numéro 10 justement. Tout à fait. Parce que bon, Merci. on manque de locaux, hein, des fois. C'est comme ça. Moi, par exemple, je fais ça chez mes parents, j'ai un appart à côté. Parce que je profite de la fibre, tout ça. Mais j'aurais eu un espace à côté de chez moi. Sans doute, j'y serais allé, quoi. Ah bah écoute, nous on est ici, en fait on a une vraie demande des freelances du web. Donc du coup, en fait, il y a plusieurs espaces de coworking à Strasbourg, hein. On n'est pas les seuls, loin de là. Mais on a voulu vraiment miser sur les freelances du web qui travaillent de chez eux, mais qui à un moment donné ont envie d'avoir peut-être une salle de réunion ou un espace à eux pour se mettre dans une bulle et vraiment travailler. Parce que moi je sais que pour ma part j'ai beaucoup de mal à travailler de chez moi. Donc c'est pour ça qu'on a fondé ça et puis que ça tourne plutôt bien, qu'on fait des events, des apéros web, qu'on accueille d'autres associations du web et qu'on essaie de faire vivre le numérique à Strasbourg aujourd'hui. Parce qu'on a été labellisé French Tech en plus, donc voilà. Ah, c'est vrai que travailler de chez soi, faut se mettre une discipline, quoi. Moi, c'est vrai que quand j'étais dans mes études, j'ai eu beaucoup de présentiel, mais aussi de cours à distance. Donc bon, cette discipline, je l'ai un peu appris de là. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, hein. Ma compagne, par exemple, impossible, quoi. Elle a besoin d'être dans un environnement où tout le monde travaille, où tout le monde parle entre eux, etc. Et faut avoir l'ambiance, quoi, hein, si on veut C'est clair. travailler. Sinon, C'est clair. c'est que je suis devant la télé et que je peux me lever à des heures pas possibles, j'arrive pas à bosser ou je sais pas quoi. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire si un jour je bosse à la maison, je vais me lever à midi. C'est pas pourquoi, pas comment, je sais Ouais, pas. non, mais je crois qu'on Ouais, est tous pareils en fait. c'est clair. Après, c'est la discipline, hein. Moi-même, c'était difficile, hein, à faire. Ouais, Bon, et du coup, t'as un profil plus technique, plus marketing, plus rédaction, plus un peu tout. Alors, j'ai un profil, et je vais le dire très honnêtement, assez peu technique, même si j'essaie quand même de bidouiller, je sais monter un site, hein, basique, on parle d'hébergement, je comprends, mais j'ai plutôt un profil marketing. Même si en fait, j'ai un profil marketing et j'essaie de l'améliorer au fur et à mesure en apportant des notions d'ergonomie web pour parler, en fait, de conversion. Quand je parle de conversion aujourd'hui, je dis toujours, quand je travaille avec quelqu'un, je dis toujours, vous savez, c'est bien les moteurs de recherche, mais les moteurs de recherche ne convertiront jamais sur votre site.
vous pouvez, en fait, si tu veux, souvent j'allais dire les référenceurs qui arrivent sur le marché entre guillemets se disent ah ouais, être positionné numéro un sur telle requête c'est génial et tout. Pour nos sites, oui, quand on teste, oui, et quand on teste différentes techniques, quand on fait un peu d'empirisme, etc. Bien sûr, c'est toujours bien de se lancer des défis et d'être premier sur une requête, mais pour un client, être premier c'est un moyen, c'est pas une finalité. Donc du coup, ça permet également de dire aux gens, ben, vous voyez, vous êtes premier sur Google, sauf que votre site, ben, ergonomiquement parlant, il est dégueulasse. Donc du coup, on va avoir un taux de rebond qui va être énorme et on va pas avoir la finalité qui est la conversion. Et donc c'est pour ça que moi je milite, et on l'a vu dans mes différents sur mon blog paperseo.com, on l'a vu dans différents articles, que je militais vraiment beaucoup pour travailler avec des UX designers, donc ceux qui vont travailler l'expérience utilisateur, et également avec des gens qui font de l'ergonomie web. Moi aujourd'hui, dans pas mal de mes contrats, je travaille avec une ergonome web qui s'appelle Chloé Temeshvari, et qui m'apporte vraiment beaucoup sur le plan professionnel, parce qu'elle me montre des choses que moi en tant que référenceur je ne vois pas, étant focalisé sur l'optimisation par rapport au moteur, etc. Donc du coup je suis peut-être assez peu focalisé sur le parcours utilisateur, alors je devrais l'être plus, et elle me permet de déceler des choses que moi je n'aurais pas vu. D'accord. Et donc, Voilà comment je travaille aujourd'hui. moi je trouve ça très bien, puisque dans mes audits, bon, au début, je l'avais pas intégré, mais depuis maintenant plusieurs années, je peux dire plusieurs années, je mets tout ce qui est un peu expérience utilisateur, le web design, tout le placement des boutons, les trucs comme ça. J'essaye de donner vraiment mon avis, parce que je trouve que c'est important. Les gens, c'est bien d'être numéro un, ils pensent que c'est très très bien, c'est le meilleur truc qui va leur arriver. Mais c'est clair que s'ils sont numéro un et que derrière ils ont un site comme tu dis dégueulasse, que personne clique sur le bouton ajouter au panier ou je ne sais quoi, ou je sais pas, qu'il y a un manque de confiance tout simplement par rapport au site, par rapport à ce qui est écrit, par rapport à je ne sais quoi, ça pose problème. La personne elle vendra pas. Ou ça rapportera rien tout simplement. Du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, même si on commence à comprendre que c'est vraiment vers l'utilisateur qu'il faut aller, est-ce que tu penses que le SEO va se transformer en finalement plus traffic manager, limite à apprendre vraiment le SEO mais aussi le SEA et toutes les composantes de quelque chose qui amène du trafic quoi. De toute manière, si tu veux, aujourd'hui le SEO ne peut plus se cantonner aux fondamentaux qu'on connaît. Même si quand je travaille l'opérationnel avec des clients, le client me dit bah voilà, j'aimerais que vous m'orientiez plutôt sur ces mots-clés-là, que vous me fassiez ces titles-là. Après, je lui donne moi mon ressenti. Mais aujourd'hui, je peux plus me limiter à ça. Je peux plus me limiter à ce qu'on appelle au SEO stricto sensu. Donc c'est pour ça que j'avais écrit un article qui en fait disait qu'on allait passer du Search Engine Optimization à Search Experience Optimization. C'est-à-dire qu'on va mêler le référencement naturel, le référencement payant, parce que quand on fait du référencement payant, bizarrement quand on fait du référencement payant, puisqu'on sait que dans le Quality Score Google va avoir une notion de page d'atterrissage, on travaille mieux la page d'atterrissage d'AdWords qu'on ne la travaille pour le SEO. Et je me souviens d'une conférence de Synaudience qui était extrêmement intéressante sur les phases communicantes entre le SEO et le SIA. Et c'est vrai que quand on optimise une landing page pour l'AdWords, pourquoi on ne l'optimiserait pas, si elle est différente bien évidemment, si elle est sur une partie, j'allais dire à côté de l'arborescence SEO, mais pourquoi on n'optimiserait pas ces landing pages SEO et pas les landing pages SEO par exemple. Donc il y a cette notion de vase communicant entre le SIA et le SEO. Il y a aussi cette notion de vraie vase communicante maintenant avec l'arrivée de ce qu'on a appelé le mobile guédon, et que j'appelle pas ça le mobile guédon, j'appelle juste ça du bon sens sur mobile. C'est que Google tente à comprendre, je pense, de plus en plus l'expérience utilisateur avec des notions d'affect. C'est-à-dire, on a la durée moyenne de visite, on a le taux de rebond, on a les pages par visite. À un moment donné, je pense que Google va prendre en compte ces données-là. Je pense qu'il le prend un tout petit peu, mais que c'est vraiment une portion congrue de l'algorithme. Mais il va falloir au bout d'un moment que Google, et ça fait partie de ce transhumanisme vers quoi il veut tendre avec Google X, Google Labs, etc. Il va devoir comprendre comment se comporte l'internaute sur un site internet. Et donc du coup, on n'est pas là, on est toujours là à faire des titles, des descriptions. Après, je parle pas d'autres groupes de référenceurs qui travaillent sur le cocon sémantique. Et je pense que là, on a vraiment quelque chose au-delà de la conceptualisation du cocon sémantique à travailler. Parce que qui dit cocon sémantique dit aussi facilité, de navigation sur un site.
c'est très très bien le cocon sémantique et en plus ça a une notion derrière d'expérience utilisateur puisque chaque lien hypertexte va mener vers une page qui va être Qui une répond à la sémantique. demande Voilà, et voilà, exactement. etc. Tout à fait. Et donc du coup, pour moi, on peut plus se limiter au SEO. Il faut qu'on ouvre nos esprits, j'allais dire qu'on ouvre nos chakras SEO un petit peu pour aller piocher un petit peu partout dans toutes les notions du web. Et puis il faut qu'on soit ami avec des web designers, il faut qu'on soit ami avec des community managers, parce qu'aujourd'hui, si on est seul et isolé, et c'est ce que je disais dans mon dernier article, c'est qu'on n'a pas de formation diplômante. À part la formation qui existe à Mulhouse, qui est une licence pour référencement et rédaction web, aujourd'hui, même si on a des cours, moi-même je donne des cours dans 5 écoles au total de référencement, etc. On n'a pas de vraie formation diplômante. Et donc du coup, on est vu à la fois par la population web hors SEO comme des gens qui sont un peu oula, on va peut-être pas trop leur parler, ou alors c'est la réplique que j'ai à chaque fois, c'est vous nous foutez des liens dans le footer. Ouais, mais on n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est autre chose que des mecs qui mettons des liens dans le footer. Moi, j'essaie de travailler le contenu, le copon sémantique, j'essaie de travailler l'ergonomie. Mais c'est pour ça qu'on doit véhiculer, je pense, une image d'ouverture par rapport à nos autres disciplines. Il faut que les autres disciplines également s'ouvrent au référencement. Alors, moi j'ai plein de choses à dire par rapport à ça là. Vas-y, je t'écoute. Donc bon, comme j'ai dit avant, moi aujourd'hui quand je fais un audit de site, que je discute avec le client, etc. Je regarde bon les hébergements, je regarde les points techniques, le contenu, le volet popularité avec le community management et etc. D'ailleurs. Euh, Par contre, c'est vrai que je vais regarder ça, bon, du moins pas sur les points SEO purs, mais sur les autres points qui vont vers d'autres disciplines, administrateur système, développeur, Sûr. etc. Ces points-là, je les regarde finalement assez en surface par rapport à quelqu'un qui est vraiment dans le métier. Si je dois bosser à fond ce point-là, je vais aller contacter quelqu'un. J'estime qu'aujourd'hui c'est un tout. Le travail de référenceur, il est coordinateur. Donc il y a plein de métiers, ils doivent tous travailler ensemble, ils doivent tous être cohérents, mais c'est dans le travail que ça doit être cohérent et c'est le travail commun qui doit être cohérent. C'est pas le Oui. travail de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que le mec qui fait de l'AdWord, ça va peut-être être cohérent pour lui, mais ça va pas être cohérent à la vue du SEO quoi. Ou le développeur il va faire son truc mais il va pas voir le web design. Donc je pense qu'il faut faire un travail commun, voir l'ensemble, quelqu'un qui regarde tout l'ensemble et qui se dise voilà, là on a un travail cohérent. Oui. Par contre, du coup, ma question par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est est-ce que tu penses qu'une personne peut tout apprendre, doit apprendre c'est-à-dire le SEO, mais aussi tout ce qu'il y a autour, ou est-ce que Ouais. tu penses qu'il faut quand même déléguer et laisser ça à d'autres personnes quand on veut aller dans la spécialisation? Bah, moi, je pense de toute manière, si on va par là, j'allais dire, quand tu m'as dit une personne, j'ai dit on peut pas tromper une fois 1000 personnes. Je me suis dit, ça y est, on est retourné dans la cité de la peur, on est retourné dans le film. Et non, non, mais effectivement, si on parle de ça, euh, je pense que de toute manière, la seule personne qui doit toucher à tout dans une agence web, je parle pas de freelance, hein, je parle d'agence web, c'est le chef de projet. C'est-à-dire que le chef de projet, il va être là pour connaître un petit peu, il va pas être expert, mais il va comprendre que chacun a ses prérogatives, mais que lui va devoir intégrer le langage des autres. C'est-à-dire, le chef de projet doit parler le langage du développeur, doit parler le langage du SEO, etc. Un SEO ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que quand je travaille avec mon ergonome web, avec Chloé, elle a son métier, elle a ses compétences, et je ne peux pas me juxtaposer dessus. C'est-à-dire, je peux lui apporter des notions de référencement qui vont être un pont entre ce qu'elle fait et ce que je fais, mais je vais pas commencer à lui dire, ah oui, mais t'as loupé ça dans ton audit, t'as manqué ça, etc. Dire que je pense qu'un SEO ne peut pas être expert en tout, il doit déjà être expert en SEO, ce sera déjà pas mal, parce que à part ceux avec qui je travaille, ceux que je vois sur Twitter qui apportent de vraies valeurs ajoutées, d'autres SEO qui se mettent sur le marché se disent SEO, mais sont que des charlatans, et je préfère le dire clairement et de manière transparente. Mais par contre, moi, je serai jamais expert en web design ou en UX design ou en ergonomie web. Je suis expert en SEO et j'ai des notions d'autres métiers, d'autres pans du web qui vont m'aider à faire du référencement, mais j'ai besoin, et comme tu me dis très justement, j'ai besoin de m'appuyer sur des personnes de compétences pour travailler mon SEO et les autres critères qu'on peut intégrer dans un site. Et du coup, où se trouverait la limite? Parce que tu prends par exemple je sais Bonne pas, question, ouais. l'ergonomie ou l'expérience utilisateur. Moi, quand je fais l'audit, bon, il y a certaines choses que j'ai appris en lisant des billets, en Bien apprenant sûr. sur le tas, en lisant des bouquins aussi. Par contre, je ne suis pas aussi fin qu'un ergonome.
par Bien exemple. sûr. Et je me retrouve comme un con en faisant l'audit à me dire voilà qu'est-ce qui me fait chier sur ce site. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux où je suis attiré. Ok. Toi c'est des petites choses comme ça, tu vois. Et je me dis Ouais, il y a ces des couleurs sites où ça je va ferme les pas. yeux. En fait, il y a des sites où je ferme les yeux, je les réouvre plus, par exemple. Ouais, Ça- des fois ouais vaut mieux, ouais c'est clair. Non, non, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, il faut qu'on se fixe une limite. Euh, c'est con à dire, mais si tu n'as pas en face de toi, dire, moi aussi j'ai voulu faire dans des audits, parler un peu des réseaux sociaux, parler un peu de l'ergonomie, etc. Mais je pense que si t'as personne à côté de toi, par exemple, ok numéro 10 dans notre espace, juste là, en face de moi, il y a Max qui est un community manager. Là ici, il y a Pierre qui est développeur. Derrière, j'ai des chefs de projet. Etc. Bon, aujourd'hui, on est vendredi après-midi et je préfère préciser, normalement, on est plein, sauf que le centre-ville de Strasbourg est bouclé et on est en plein centre-ville, donc du coup, c'est pas difficile pour les gens de venir. Mais non, mais en fait, je pense que notre audit SEO doit aborder des points d'ergonomie et comme tu dis justement de call to action, doit amener des points aussi de réseaux sociaux, de contenu sur les réseaux sociaux, mais doit s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre la suite. Et typiquement, ce quelqu'un qui va prendre la suite, c'est soit un community manager avec son audit à lui. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se compléter les uns les autres. C'est comme ça qu'on va arriver où le client va se dire, enfin moi j'ai eu des clients par mail qui me disaient, putain, on a vraiment eu l'impression que vous avez balayé tous les points, les freins à la conversion sur notre site, à la fois au niveau de la visibilité sur les moteurs de recherche et à la fois au niveau de l'ergonomie. Donc du coup, pour moi aujourd'hui, je remercierai jamais assez les gens qui m'ont présenté Chloé parce que quand on bosse ensemble, le client va revenir vers moi et va me dire ok, j'ai deux visions, j'ai la vision conversion, la vision référencement naturel et maintenant je peux aller dans les préconisations que vous m'avez fournies. Donc on a une limite, c'est la limite d'aborder les points d'ergonomie et de community management dans notre audit et puis après on laisse le soin à des experts dans ces domaines-là à prendre la suite. Faut transmettre un dossier avec un petit peu Exactement, d'informations, mais il faut qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il y a en surface, quoi, pour tout que à lui fait. ensuite puisse aller approfondir les choses. C'est exactement ça. D'accord. Bon, et puis bon, on parle de ton boulot, etc. Tu étais donc salarié, ensuite semi-freelance, si j'ai bien compris, Ouais, ouais, à la exactement. fois Ouais. chez Pulseo et à ton Et dans compte. mon entreprise, ouais. Et là, maintenant, récemment, tu es freelance à 100%. Ouais. Comment s'est passée cette transition? Parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de référenceurs qui vont d'une agence à freelance. Comment ça se passe? Comment tu t'es organisé pour ne pas avoir, je sais pas, des creux, même financiers, matériels, ressources, de manière générale? Bah, c'est une bonne question, déjà. Euh, En fait, c'est difficile de se lancer en freelance total. C'est-à-dire qu'on est là en train de marcher, on est sur une route normale, on est salarié, on applique les méthodologies de l'agence, etc. Et puis à un moment donné, on sent qu'on, c'est pas qu'on n'est plus en phase, c'est qu'à un moment donné, on se dit bon, ça y est, on est référenceur, on a acquis de la compétence, de la méthodologie, on a envie de le mettre en avant soi-même. C'est aussi prendre un risque, puisque là, la responsabilité n'est plus prise par un directeur de projet qui est au-dessus de vous, ni par le patron de l'agence, mais il est pris directement par vous. C'est pour ça qu'en fait, quand j'étais dans l'entreprise, je devais avoir encore un ou deux clients en indépendant, mais qui étaient des petits clients. Je me consacrais à plein temps aux clients de Pulseo. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bah voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai passé un cap. Je pense avoir assez mûri. Je pense qu'on m'a appris assez de choses en référencement pour que je puisse me lancer seul. Le plus difficile quand on se lance seul en référencement, et même ailleurs, hein, dans tous les pans du web, tous les métiers, c'est la méthodologie. C'est pareil, je le disais dans le dernier billet que j'ai fait, il faut absolument être pédagogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une agence, on a comment dire, des audits standardisés, on a un Oui, t'as discours. des barrières Ah, en quelque je veux sorte dire, en plus. voilà, tout à fait. On a des barrières, on a aussi des choses que vont nous apprendre les directeurs de projet, et puis ça roule quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur reporting et Pulseo, par exemple, va dire est très content de vous avoir, etc. Donc on est dans un discours de marque parce qu'une agence a un discours de marque comme une marque lambda. Et puis à un moment donné, il faut qu'on se lance nous. Et sur mon site, moi j'ai mis une fusée parce que j'adore l'astronomie, je suis fou d'astrophysique. Et j'avais envie de donner un design un peu différent à tous les sites de référenceurs qu'on pourrait voir, etc. Malgré tout, j'ai quand même mis du contenu parce que le contenu est roi et que j'allais quand même pas faire un site uniquement de web design parce que sinon on n'aurait rien compris à ce que je faisais. Mais ça a été difficile de prendre la décision parce que je vis avec ma compagne qui fait pas du tout le même métier que moi. Mais à un moment donné, il faut subvenir aux besoins. Elle subit aux besoins, moi j'essaie de subvenir aux besoins aussi. Mais il faut qu'on trouve une entente
où à un moment donné elles se disent ok, il part en freelance, mais il n'y a pas de risque au niveau financier. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai fait une transition en douceur. C'est-à-dire que je suis passé de salarié, après j'ai fait du semi-freelance où je continue à travailler, et je continue encore à travailler 6 jours par mois pour Pulseo, et au 31 décembre, je ne serai plus chez Pulseo et je travaillerai 100% seul. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, on a un peu les miquettes, on se dit, bon, ok, bon, 1er janvier, je vais pas travailler, ou 2 janvier, je serai encore fatigué du nouvel an, et puis après, ça va commencer. Donc voilà. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile dans la position de se mettre de salarié à freelance total. Et ça a été difficile, c'est très difficile pour moi de faire un truc comptable, etc. C'est pour ça qu'on a un stagiaire compta au quai numéro 10 que j'exploite sauvagement pour pour faire mes comptes, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile. Et je conseille, et c'est le conseil que je donnais dans l'article, je conseille à tous les gens qui se mettent en freelance de donner, et puis en plus ça met du beurre dans les épinards. Hein. Moi je vais pas vous cacher que mes 15 heures de cours par semaine mettent du beurre dans mes épinards, hein, à la fac ou dans des écoles privées. Donner des cours de SEO. Je sais que Sandrine Bertrand en donne, moi j'en donne. Vous allez voir que de parler à des élèves qui sont profanes et qui sont vierges de quasiment toute connaissance SEO, vous allez voir que ça va vous permettre de développer la manière dont vous allez parler à vos clients. À un moment donné, quand vous expliquez un concept SEO de manière ultra vulgarisée, vous savez que dans le prochain audit que vous allez faire, vous allez employer les mêmes mots. Et donc du coup, ça va complètement changer votre vision du freelancing et vous allez voir que d'un coup, vous allez vous mettre dans la peau de l'expert qui va expliquer au client comme si c'était un élève, sans notion péjorative derrière, que voilà ce qu'est le SEO, voilà comment on se positionne, voilà mes préconisations, voilà ma stratégie, etc. Donc ça a été difficile, mais aujourd'hui je commence à avoir un rythme qui, je dois avoir une quinzaine de clients, ce qui est plutôt pas mal. Et je suis plutôt content d'être avec tous ces clients parce qu'ils m'apportent tous quelque chose. Et j'essaie souvent, toujours, tous les mois, de me remettre en question dans ma méthodologie et dans ma manière de faire, et même dans ma manière de percevoir le SEO. Ouais, cette histoire de pédagogie, j'ai commenté d'ailleurs ton article. Ouais. C'est gentil, merci. De rien. Moi, je suis complètement d'accord, hein, parce que j'ai donné quelques cours à un monde associatif, mais aussi à des personnes qui étaient, je pourrais plus te dire l'école, mais c'est une école à Paris où ils font du marketing et il y a plein de trucs à apprendre. Et sur la partie SEO justement, on m'a posé des questions et les questions, j'ai trouvé ça. Waouh, ça m'a foutu une baffe quoi. Je me suis dit, en fait, on revient de loin, de très très loin, et nous on parle, on est tout le temps la tête dans le guidon, donc on a des mots qu'on utilise, c'est notre jargon quoi. On a l'impression que c'est simple. Il y a des gens ils savent pas ce que c'est un FTP, mais c'est quelque chose absolument, important absolument. pour nous qui est super simple quoi. Et justement, ouais, j'ai trouvé vraiment ça bien de revenir aux bases et à ce qu'on a vu dans les bouquins et comment aussi nous avons appris le SEO. Parce que mine de rien, quand tu relis ton bouquin, tu vois que tu comprends tout, mais à l'époque, t'étais en train de galérer. Oui, oui, Tu te dis parce qu'on merde. comprenait pas. Mais ouais, complètement. Et du coup, enfin, moi, je vais prendre l'exemple tout bête qui m'est arrivé il y a une semaine. Donc, je travaillais sur un site, internet, je faisais un audit, etc. Donc, Chloé, l'ergonome web avec qui je bosse, envoie l'audit. La cliente répond que c'est excellent et qu'elle a vraiment tout compris et qu'elle voulait aller dans ce sens-là au niveau des améliorations ergonomiques. Et puis j'envoie mon audit derrière, et puis elle me renvoie un mail en me disant ah oui, je suis très contente de l'audit que vous m'avez envoyé. Par contre, le langage m'est beaucoup moins familier que celui de Chloé en fait. Et je me dis, et c'est à ce moment-là où je me dis effectivement, je pense qu'il faudrait amener moi ce que j'appelle des add-ons, vraiment des choses en plus de l'audit, un glossaire, une explication, une fiche thématique, une fiche pratique qui permet dès le début de l'audit, dès le début de la lecture de l'audit par le client, de se dire ok, il va me parler de ça, il va me parler de ça, je sais ce que ça veut dire. Si jamais j'ai un bug dans l'audit, je vais revenir au glossaire et je vais voir ce que ça veut dire. Parce que quand elle m'a renvoyé ça, en fait, je me suis pris une petite baffe parce que je me suis dit merde, moi je le comprends, mais en fait je suis en train de me rendre compte que le client ne comprend pas. Et c'est vrai que quand on envoie un audit par mail et que malheureusement on est pris par le temps et qu'on peut pas, moi je conseille toujours quand on envoie un audit d'appeler derrière. Parce que pour expliquer et pour vulgariser ce qu'on est en train d'écrire. La faute Et des là, briefés, tout malheureusement, simplement. voilà, tout à fait. Et moi, j'avais pas le temps. Et du coup, en fait, elle s'est reçue cet audit. Elle a compris en gros ce que je voulais dire. Mais par contre, il y avait des notions qu'elle n'arrivait pas à capter. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai dû lui dire faites-moi une liste de questions, envoyez-les-moi par mail, ou plutôt, je préfère qu'on se téléphone. Et puis après, j'y répondrai. Alors moi, j'ai trouvé une petite technique. Je trouve Je qu'aujourd'hui, note. J'ai le stylo, je note. si tu veux, vas-y. Bon, j'ai été beaucoup critiqué par ça, par beaucoup de référenceurs, même quand je vais dans les conférences. Hein.
Moi, dans les audits, les rapports d'audit, je ne mets quasiment rien. C'est-à-dire que je dis vraiment, limite, le plan d'action. Ouais. Euh, je rentre pas dans le détail. Les gens, ils veulent des actions, ils veulent pas du blabla, ils veulent pas. C'est au début, j'avais un audit qui faisait la matrice, elle faisait 30 pages. Mm. J'allais dans les détails, etc. Si je le remplissais, j'arrivais à 150, 200 pages. Déjà, t'as tout le boulot rédaction qui te fait perdre un temps Ouais, ouais. incroyable, Chronophage, hein. que tu peux facturer, hein, et qui est chronophage. Mais franchement, c'est beaucoup mieux, tu perds beaucoup moins de temps. Et les gens, du coup, si tu les appelles derrière, parce que bon, moi je fais un débriefing à chaque fois, euh, ils te posent les questions. C'est quoi ce point-là? Et aussi, ça leur permet de ne pas faire eux-mêmes. Parce que généralement, si on leur dit trop de choses, bah, ils vont s'y mettre tout de suite sans nous avoir consulté parfois. Et malheureusement, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire avant. Donc, Ouais, c'est bien. je préfère en donner le moins possible au niveau des détails parce qu'ils n'ont pas besoin de le savoir tout de suite. Pour moi, c'est après, pendant les actions. C'est à ce moment-là que je vais leur expliquer, je vais les former, je vais leur donner vraiment les recommandations à fond, etc. Je préfère y aller étape par étape. Ouais. Alors moi je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, sur l'étape par étape, en fait je suis en train de me poser la question de savoir si je dois, parce qu'en fait à la base moi j'envoie mes audits sous format PDF, Ouais. mais Word à la base, donc c'est-à-dire je rédige. Je suis en train de me poser la question si je veux pas faire mes audits sous format PowerPoint en fait. Un, beaucoup plus lisible pour l'internaute, pour l'internaute qui est notre client, parce qu'il est internaute et qui va lire sur l'ordinateur, il va pas se l'imprimer et le lire. Enfin, il y en a très peu qui font ça. Mais effectivement, je suis en train de me dire, il faudrait euh, réduire l'audit à sa portion congrue en termes d'audit de l'existant et se focaliser sur le plan d'action en mettant vraiment point par point ce qu'on doit faire de manière précise, quitte à noter des maquettes de web designers si on travaille avec des web designers ou une agence en disant voilà où je veux le H1, voilà où je veux le H2, etc. Et pour que ce soit opérationnel le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on envoie le document, boum, le développeur le lise et dit ok je dois intégrer ça, 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 si c'est du technique, ou qu'un rédacteur web comprenne ce que j'ai envie de mettre comme mots-clés et comme densité de mots-clés dans mon texte, etc. Ou tout au long de mon arborescence si on fait un cocon sémantique. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Moi je suis en train de retravailler mes audits aujourd'hui. Je suis en train de me dire voilà, je suis peut-être allé un peu trop loin dans un vocabulaire qui n'était pas très bien compris du client. Donc du coup je reviens à quelque chose qui est un peu plus simple, soft et compréhensible. Bah, le PowerPoint, ça peut être une solution. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui font ça. Maintenant, moi, c'est vrai que PowerPoint, je peux pas dire que je maîtrise à fond. Mhm. Ça prend du temps. Et même si on peut réutiliser les slides, etc. C'est à voir, c'est un compromis. Si tu trouves voilà, une méthodologie pour aller assez vite, pas perdre trop de Oui, temps, et oui. qu'en même temps, ça te ramène plus de positif que de négatif, je te dis fonce, hein. Vas-y. Non, mais c'est clair. Non, non, ouais. Après, Après, faut surtout pas faire de prédit, hein. Ces fameuses présentations qui tournent là, qui sont faites en fait sur un soft en ligne, là, ouais, prédit. je vois, Moi, ouais. j'ai des élèves qui le font. Je suis désolé, j'ai le mal de mer. Arrêtez de me faire des trucs qui tournent, qui retournent, qui rezooment, qui dézooment. Moi, je peux plus. Il y a qu'à un moment donné, faut arrêter. Bah, il faut pas en faire tout le temps pour moi. Voilà. Si tu t'envoies deux fois par jour, c'est clair que ça fait mal à la tête. Exactement, exactement. Bah, Non, après, non, mais effectivement, dans ce que tu disais de manière plus globale, si maintenant je me retourne, ça fait bientôt 3 mois que je suis vraiment freelance, enfin que je me suis vraiment lancé dans l'aventure du freelance. Il y a encore des moments difficiles où on se dit est-ce que le client va me payer, est-ce que, etc. Pour l'instant, j'ai eu des clients qui me payaient très bien et qui font des retours, en plus des critiques constructives et avec qui je n'ai jamais eu de conflit. Mais il y a toujours ce petit moment où on se dit ah ben à la fin du mois, je vais mettre du chiffre d'affaires, je le mets dans ma trésor, comment vont marcher les charges, etc. Actuellement, je suis plus en auto-entrepreneur, je suis passé en SASU, parce que j'ai dépassé le plafond de l'auto-entrepreneuriat. Donc du coup, voilà, ce statut de SASU, j'ai dû retourner quand je donnais mes cours dans mon ancienne école de commerce. Je suis allé voir ma prof de droit, j'ai dit voilà ce que je suis en train de construire, etc. Est-ce que ça va? Donc surtout si vous êtes freelance, essayez de prendre des conseils un peu partout. Nous par exemple au quai numéro 10, on va essayer de faire des apéros avec des juristes et des comptables pour dire voilà comment fixer notre tarif, comment bien gérer notre entrepreneuriat, la CFE, tout ce qui est net entreprise, etc. Le site qui marche une fois sur deux pour aller payer ses charges en auto-entrepreneuriat. Mais voilà, nous on essaie dans notre cocon, j'allais dire, là je peux parler de cocon du quai numéro 10, on essaie d'avoir des juristes et des comptables qui viennent et qui lors d'apéro pour nous aiguiller. non, c'est bien ça.
C'est Ouais. très très bien parce que bon, mine de rien, aujourd'hui, on fait beaucoup d'erreurs hein, là-dedans. Ah oui, oui, bah, ouais. Au niveau des factures, des devis, des prix pour définition des tarifs, leurs taxes, toutes taxes, machin. Enfin, beaucoup Moi, de. j'ai une anecdote fabuleuse que j'ai eue avec des amis d'une autre agence. J'envoyais donc tout le monde va se moquer, je sens que de toute façon ça va se marrer derrière dans le podcast. Je faisais mes devis au début sous Excel et je les envoyais sous Excel. C'est-à-dire que je faisais même pas de PDF ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ah oui, je même vois. ma compagne qui est archéo-anthropologue, donc qui fait pas du tout de devis, etc., me dit mais tu te rends compte si t'envoies par Excel, à un moment donné, les gens vont pouvoir le modifier, quoi. Et je dis ah oui, effectivement, il faudrait peut-être que je l'envoie PDF. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais tellement focalisé sur trouver des clients, sur démarcher, sur travailler ma méthodologie, que j'en oubliais carrément. Ah oui, non, c'est mieux si je l'envoie en PDF et que personne peut le Bah, corriger en fait. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, le Word, moi j'en fais. Je fais Ouais. encore les devis sous Word. Après, bon, bien sûr, je le mets en PDF, mais c'est clair que bon, c'est des choses qu'on sait pas forcément. Hein. Pareil pour, c'est bête, mais tout ce qui est déclaration, alors en Oui. auto-entrepreneur, mais même en SASU, comme tu viens de dire, déclarer, si quelqu'un te paye pas, par exemple, tu vas pas le déclarer quand t'es Ah consultant. non. Non, parce que c'est pas, t'as pas reçu l'argent, c'est l'argent Ouais, qu'il faut non, mais non, déclarer, complètement. c'est pas la facturer. On parle d'un fonds de roulement souvent sur les commerces quand il y a de la vente, revente, etc. Mais non, en prestation comme ça, on n'a pas. C'est vrai. Non, mais C'est t'as des tout à petites fait raison. choses qu'on se pose au fur et à mesure. Non, mais c'est une très bonne initiative, ton cas numéro 10. Ah bah merci beaucoup. Moi, je suis bien content d'entendre des trucs comme ça, puis en plus, ça marche, donc je vois que vous êtes bien Ouais. équipé derrière, là, c'est Oui, sympa. oui, on est tous bien équipés, on est dans un super bel espace. Donc, non, on est vraiment, vraiment content de ce qu'on a eu en plein centre-ville. On est vraiment hyper bien placé à 20 mètres du tram. Les gens viennent, peuvent passer pour 10 euros, ils viennent la journée, ils se posent, ils travaillent. Et puis après, ils repartent, mais ils ont un endroit cosy où on mange ensemble, où il y a des web designers, Hmm. des devs, des community managers, un référenceur. Et ils peuvent discuter de problématiques, etc. Donc, on fait des apéros, on fait des soirées. Donc, Non, c'est bah, c'est vraiment... sympa, super. Ouais. Bon, et puis tu fais de l'apps, non pas l'apps. App Store Si, c'est Optimization. ça, App Store Optimization. J'allais À un confondre, moment tu donné, vois. je me suis noté, je me suis dit, est-ce qu'il va arriver à le prononcer, App etc. Store Optimization. Non, mais je veux mettre Apple Store Optimization, mais non, Mais toi, c'est une erreur que j'ai fait. voilà, justement, c'est ce que tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que tu fais surtout les applications de manière générale, Android, Apple, Windows, Windows Marketplace, ouais, etc. tout à Voilà. fait. Donc, qu'est-ce que tu fais en App Store Optimization? Alors, il y a deux choses. Je me suis mis dans l'App Store Optimization il y a un peu plus d'un an. Euh, Quand j'ai vu en fait que cette discipline de travailler le référencement des applications dans les stores commençait à l'être aux États-Unis, voire même à être sur une phase de lancement, et qu'en France, à part une agence belge qui fait ça, c'était très 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 confidentiel. Je rends hommage à Virginie Clèves qui en parle beaucoup, et qui fait des très bons articles et des très bonnes conférences là-dessus. Donc moi je me situe à un plus humble niveau, bien évidemment. Mais en fait, la volonté, je fais également un cours d'App Store Optimization avec mes élèves. En fait, l'App Store Optimization, quand on l'entend, on se dit ah super, on va optimiser des applis sur l'Apple, sur l'Apple Store. Mais c'est pas, c'est un peu ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on va optimiser le référencement, le positionnement d'une application sur des requêtes grâce à une étude sémantique qu'on va intégrer dans la fiche descriptive. Et grâce, donc ça, ce sont des facteurs directs et des facteurs indirects que sont le téléchargement d'applications, la notation des applis, les commentaires, le fait qu'on télécharge et qu'on la dégage juste après ce qu'on appelle des applications Kleenex, le volume de téléchargement, le taux d'utilisateurs, les utilisateurs actifs, etc. Et en fait, tout ça, tous ces facteurs-là, qu'ils soient directs ou indirects, vont nous permettre de positionner une application sur une requête, comme on fait avec un site web, dans les stores. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout sur le même affichage aux yeux des internautes, et ce que j'appelle moi des mobinautes, sur un desktop, sur un Google mobile ou sur un store. Sur un store, on va avoir une visibilité différente, on va jouer beaucoup sur l'icône, on va jouer sur le nom, on va jouer sur les reviews, voilà, enfin sur le nombre d'étoiles que va avoir l'application. Et donc du coup, on est certes sur les mêmes bases que le référencement,
mais à un moment donné, on est aussi sur du vrai App Store Optimization, puisque l'affichage est propre au magasin, que ce soit Windows Marketplace, Android ou Apple. Et du coup, voilà, c'est ce que j'essaie de travailler. Aujourd'hui, c'est un marché niche, faut être clair, c'est même de l'ultra niche en France. Moi, je travaille avec une agence qui fait ça et qui a dans l'idée que je sois en fait l'interface entre la personne qui fait l'application, enfin qui a l'idée de l'application, c'est-à-dire le client a un site web et il se dit ah, ce serait bien que je le décline en application parce que j'ai quelques idées pour être un peu plus fonctionnel, etc., pour attirer une autre cible parce que c'est plutôt des jeunes qui téléchargent des applications. Puis moi je vais faire l'interface, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir le brief. Et puis moi, je vais donner mon brief en termes d'App Store Optimization et je vais donner mon brief potentiellement en termes de fonctionnalité. Et après, je donne ce brief-là à une agence qui fera beaucoup mieux que moi et qui construira beaucoup mieux que moi une application. Et après, je donne mes préconisations en termes de référencement. Mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de débuter. Hein. C'est pas quelque chose. J'ai donné une conférence à Montréal depuis Strasbourg où en fait, on se rendait compte que en Amérique du Nord, ça se fait beaucoup plus. Il y a, par exemple, à Montréal, il y a des agences qui créent des applications et qui intègrent de l'App Store Optimization dedans. En France, j'en connais pas énormément. J'en connais vraiment pas énormément. Moi, Donc c'est quelque chose qui est en honnêtement, train j'en de fais pas, débuter. donc Non, mais voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de débuter et je sais même pas si ça va décoller en fait. Parce qu'on est tellement focus sur l'amélioration de notre site mobile, hein, qui est pas la même chose d'une application. Un site mobile, c'est une déclinaison, c'est du responsive design. C'est des médias, ce qu'on appelle des media queries, des choses qu'on va mettre depuis notre site desktop pour améliorer et le mettre sur mobile, avec quelques menus changements pour l'adapter au support. Mais l'application, c'est complètement différent. Là, on va aller sur des budgets qui sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a d'autres fonctionnalités, parce qu'il y a différents écrans à construire, on va faire des wireframes dessus. Donc du coup, c'est complètement autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est en phase de lancement, mais c'est doux quoi. C'est une tortue qui avance pas à pas. Et moi j'ai pas d'autres. Honnêtement, je fais du référencement pour des sites desktop ou mobile, hein, ou de l'AdWords aussi. J'en fais, mais je fais très 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 peu d'App Store Optimization. J'espère que ça va décoller. En tout cas, on a essayé avec Virginie et d'autres, Virginie en premier, d'amener cette discipline en fait en France à travers des conférences. hmm. Et par rapport à ces histoires d'application, est-ce qu'il y a des budgets moyens que mettent les clients ou est-ce que ça peut aller du simple au double Je suppose que Ouais. c'est en fonction de ce que tu veux, hein. C'est sûr que si tu fais un Ouais. jeu et puis que derrière tu fais je sais pas, la représentation de ton site sur une application mobile, je pense que ça va pas être le même prix, mais En fait, si tu veux, le truc c'est que quand on crée une application, déjà c'est un énorme budget. Souvent les gens qui viennent, alors là je parle en termes d'agence, les gens qui viennent dans les agences et qui demandent bonjour, je voudrais faire une application, je pense que ça va être le même budget que mon site. Non, ça va pas être le même budget que votre site, ça va être beaucoup plus difficile, enfin beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus long, ça va être plus long à décrypter, ce que vous voulez, etc. Et du coup, en fait, l'App Store Optimization, c'est pas tellement plus cher. C'est simplement qu'on est carrément sur autre chose. Quand on va juste optimiser, non pas toutes les pages, parce qu'on va pas optimiser les pages de l'appli, on va optimiser la fiche descriptive dans les stores. Du coup, déjà, ça, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a déjà une étude sémantique qui a potentiellement été faite en amont avec le site desktop. Donc, du coup, on va pouvoir l'appliquer à l'App Store Optimization. Ce qui est beaucoup plus difficile, et c'est là où l'App Store Optimization rejoint un truc qui est très marketing, c'est après. Comment on va faire pour pousser les gens à télécharger, à noter, à commenter, sans avoir une pop-up qui nous casse les couilles en disant toutes les semaines oui, je voudrais que tu commentes. Et moi j'appuie toujours sur Remind Me Later. Moi par exemple, quand je propose, quand je parle dans les conférences et que je dis ah ben vous vous souvenez de cette fameuse pop-up qui vous arrive tous les jours ou tous les 2 jours pour vous dire de noter, pourquoi vous ne feriez pas du gagnant-gagnant? C'est-à-dire que si tu me notes, je t'offre quelque chose sur le jeu, ou je t'offre quelque chose sur l'application, tu vois. complètement. Ouais. Et du coup, c'est cette phase-là qui est plus difficile parce que c'est une phase de marketing, de pure consultation marketing et de préconisation et d'audit. Une fiche descriptive, c'est simple, hein, on met un ou deux mots-clés si on le souhaite dans le titre, mais il faut d'abord un titre accrocheur, il faut une icône accrocheuse, et il faut aussi une description qui attire l'œil parce que là, on va vraiment jouer sur le CTR, même si c'est, j'allais dire le TTR, c'est le touch to write, quoi. C'est-à-dire combien de gens vont appuyer sur le bouton télécharger. Mais surtout, il faut voir comment on a construit avec l'agence l'application en aval pour voir combien de gens vont la télécharger, l'utiliser de manière régulière et pérenne, quoi. Parce que si on n'a pas ces facteurs indirects, on pourra toujours optimiser notre fiche descriptive, c'est bien, on ne sera pas référencé. Parce qu'on n'aura aucun commentaire, aucune review, voilà. Et il faut aussi travailler le visuel, les captures d'écran, l'icône, c'est fondamental dans l'App Store Optimization. Ok. Alors Voilà. maintenant, une petite question piège.
Ouais. Attention. tu Attends, vas, je cherche tu vas tomber, tu vas te faire des amis. je me cache, attends, j'ai mon béret là. Ok. Alors, question piège. Sur le net et aussi dans notre boîte mail, on peut Oui. voir des propositions d'applications à créer en 2 clics ou 3 clics Ouais. ou des trucs pas trop chers qui proviennent souvent d'un pays étranger. Mhm. Ils nous disent que c'est de superbe qualité, que vraiment ça va changer notre vie, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces propositions? Ah ben, c'est d'une bonne question. J'allais dire, ben c'est assez simple, hein. Quand, par exemple, vous recevez un mail en vous disant, voilà, ça va être de la qualité, ne dépensez que 599 € pour créer une application. Moi, je prends mon vieil Atari, je joue à Pong, et puis après, je suis content parce que je sais que le design sera à peu près le même qu'on va me confier. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut dégager un budget pour faire une application. Et quand je dis dégager un budget, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait une croissance interne dans une société qui soit énorme pour penser potentiellement à une application. À un moment donné, si Zalando, Sarenza, etc. en font, c'est parce qu'ils ont acquis une croissance, j'allais dire un pic de croissance sur le web, sur le desktop et potentiellement sur un site support mobile, etc. Qui est assez grande pour proposer des applications. Si la Française des Jeux se fait une application, c'est là pour le coup qu'elle est assez forte et qu'elle sait qu'il y a de nouveaux comportements qui sont en train d'émerger chez les jeunes pour jouer ou du côté match, etc. Mais à un moment donné, enfin, une application, c'est quand même beaucoup plus cher que la création d'un site. Donc si vous recevez genre créer une application, tu sais, c'est comme les créer un blog et gagner 10 000 €, etc. facilement. C'est C'est pareil. voilà, c'est créer une application pour très peu de copecs, j'allais dire, et puis vous allez devenir le roi du pétrole. Non, non. À un moment donné, il y a des agences qui sont extrêmement pointues sur la création d'applications et qui ne font qui mettent en avant tout en branle, quoi, toute l'équipe qui se réunit. Alors il y en a qui ont des méthodes agiles, hein, la fameuse méthode Scrum pour vraiment avoir point par point l'avancement de l'application. Mais aujourd'hui, une application, ça coûte cher. L'App Optimization, c'est dans les mêmes tarifs que mes prestations desktop ou mobile, mais ça coûte cher. Donc il faut arrêter ça, cette espèce de course à l'échalote, de se dire ouais, on va faire une application super. Non, mais l'application, ça se teste. Ça se bêta-teste avec des utilisateurs que vous avez choisis qui sont peut-être déjà clients sur votre site desktop. Par exemple, j'aimerais bien moi qu'une application se crée pour un de mes clients, et puis on choisit les 50 plus gros clients de son site desktop, et puis on dit bah ces 50 clients devenaient bêta-testeurs de l'appli par exemple. Des choses comme ça. Mais ça met tout en branle de créer une application, et ça met un temps fou parce qu'il faut l'adapter aux différentes demandes, il faut l'adapter ensuite la SO au store, etc. Donc non, il faut créer une application pour 599 €, non, ça non, par exemple. Mais pour 2 €, 3 €, voilà. Et une application, on découvre un petit bout de papier, on met une gommette dessus, et puis ça nous fait l'icône, puis après on écrit au crayon sur un papier le nom de l'appli, etc. Ouais, on aura une application pour 2 € quoi. Parce qu'on aura acheté les gommettes. Du coup, voilà. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Ouais. Bon, et pour finir ce Oui. podcast, t'as des projets, t'as des hobbies ou quelque chose en cours ou que tu fais depuis plusieurs années, je sais pas. Alors j'ai des projets. Là, si tu veux, le gros projet que j'avais, c'était l'Opti-Day, c'est-à-dire la grande conférence du SEO qu'on organisait. Alors moi, je me suis retiré de la team Opti-Day juste pour me focaliser sur d'autres projets qui me paraissent plus importants. Mais voilà, on a fait 2 éditions de l'Opti-Day. Je pense que celle de 2016 sera encore mieux. Mais je sais que la team Opti-Day est extrêmement soudée et que du coup, voilà, ils pourront faire des choses super bien. Après voilà, le projet c'est le quai numéro 10, c'est développer le quai, c'est toujours m'améliorer dans tout ce qui est référencement, SEO, etc. Et du coup, il y a voilà, il y a le téléphone qui sonne. Le quai numéro 10, c'est magnifique, vous l'avez en direct. Ah ben, il y a mon cher Pierre qui va répondre, mon dev. Ah ben voilà, ça marche plus. Alors le téléphone ne marche plus au quai numéro 10, ne nous appelez pas sur Flix, appelez-nous sur le portable. Et voilà. Non, mais j'ai plein de projets. Et en fait, avec le quai numéro 10, on va organiser un hackathon. Et alors, le hackathon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marathon du hacking. Alors, c'est pas pirater tout ce qu'on souhaite en une nuit. C'est simplement, je le rappelle, que le hacking à la base, la fonction première, c'est détourner de sa fonction première un objet. Donc, on va faire un hackathon sur l'open data, puisque la Société des Transports Strasbourgeoise, qui s'appelle la CTS, a ouvert toutes ces données pour qu'on puisse les travailler
lors du hackathon. Et je peux vous annoncer que lors de ce hackathon à Strasbourg qui aura lieu fin janvier ou début février, il y aura Queen Norton, Queen Norton qui est en fait une très très grande dame de l'open data et qui a travaillé au magazine Wired et qui va venir spécialement pour le hackathon à Strasbourg. Donc voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est organisé donc avec l'équipe numéro 10. On va faire un grand hackathon sur 3 jours, donc voilà, si vous êtes intéressés. Et puis sinon, moi j'ai plein de projets, j'ai des projets de voyage, j'ai le projet de m'installer dans quelques temps, 1 ou 2 ans en Angleterre avec ma compagne. Donc voilà. Ce que je dis toujours, c'est que moi en tant que freelance, moi j'ai un ordi, un wifi, je peux travailler. Elle en tant qu'archéo-anthropologue, ça va être un peu plus difficile, puisque bon, il faut des squelettes, il faut des fossiles, il faut des trucs comme ça. Mais voilà. Non. Mais en tout cas, mon vrai projet aujourd'hui, c'est continuer d'être freelance, continuer de travailler avec Chloé, donc l'Ergonome Web, à donner vraiment envie à des clients de nous rejoindre, elle et moi, parce qu'on bosse vraiment en complémentarité et que je pense que les clients sont contents aujourd'hui de ce qu'on leur propose et des optimisations qu'on leur fait, et ça donne des résultats à la fois en termes de conversion et à la fois en termes de positionnement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, tout ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup, c'est clair. T'as une belle activité, c'est cool. Moi j'aime bien voir les gens vivre comme ça, c'est cool. Ah ouais, bah oui, faut développer, et puis développer le c'est un autre pan, mais on essaye tous avec le Quai numéro 10 de le faire. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver, on est dans le journal des entreprises. Et puis sinon, vous allez sur, tu mettras le lien, je pense, c'est www.quai10.org pour ceux qui veulent venir à Strasbourg, qui ont un rendez-vous professionnel, qui veulent s'arrêter, 10 € la journée, vous pouvez venir. Et puis, voilà, vous pouvez Il y a un profiter mec qui est en train de derrière. prendre toute ta connexion parce que tu commences à être flouté, incroyable. C'est vrai, c'est clair. Arrête la connexion. Donne la connexion, je n'ai plus de connexion avec toi. Attends, c'est mieux? Ça va mieux? C'est mieux? Ouais, bof, hein. Je suis pourtant sur le filaire. C'est la fin, ils ont voulu te faire une fête, je crois, mais là, je t'entends très très mal et Tu m'entends mieux là? bah, c'est, on Un peu t'entend, mieux? ouais, bof, hein. C'est voix de robot en fait, un Je- petit peu. Voilà, c'est parce que Pierre est arrivé dans l'instant. Il prend toute la connexion. D'accord, ok. Bon, en tout cas, tous les liens seront en dessous de la vidéo. Je te remercie d'être passé dans ce podcast. C'était super Merci. intéressant, surtout au niveau de tout ce qui est salariat, freelance. Puis bah, l'App Store Optimization, bah, on verra si ça monte ou pas. Alors, de toute façon, J'espère. j'espère aussi, puisque bon, mine de rien, on a des applications partout aujourd'hui. Et donc du coup, on peut te retrouver donc sur Twitter sur Yaki SEO, Yaki SEO, tout à fait. K10, thomasleonetti.com, c'est Pepper ça? SEO, ouais, tout à fait. Thomas-Leonetti, L-O-N-E-T-I, comme la loi, j'aime la rappeler.com. Et puis Pepper SEO, P-E-2-P-E-R SEO.com pour le blog. Ok, c'est cool. Bah écoute, bonne continuation à toi et puis merci d'être passé. Merci Thomas, à très bientôt. Salut les gens!